Et les végétaux jouent un rôle assez important dans la fixation des dunes, mais également un rôle dans les activités agroécologiques. Et donc ici, nous avons les lagunes qui jouent un rôle important par rapport à la reproduction des tortues marines. Là, nous avons la zone de mangrove. Et dans la zone de mangrove, nous avons deux types, le Rhizophora et la Vicenia. Le Rhizophora pour son rôle qui aime un peu plus la salinité, et la Vicenia qui se retrouve un peu plus en arrière-plan parce que n'aimant pas trop la salinité. Et la disposition des racines de Rhizophora lui confère un rôle assez important, n'est-ce pas, dans la création des réseaux au niveau du sol pour que les poissons-là viennent utiliser ces réseaux du sol-là pour se reproduire et avoir... Justement, on dit que dans ces zones de mangrove, c'est justement ces zones qui constituent des zones de nurserie. Parce que dans les racines enchevêtrées, les pêcheurs ont du mal à lancer des filets dedans et donc les poissons sont à l'aise là-dedans et peuvent grandir tranquillement et se nourrir là-bas tranquillement. Nous avons également la Vicenia. Souvent, vous entendez parler de reboisement de mangrove. Souvent, quand on parle de reboisement de mangrove, c'est juste le Rhizophora qu'on reboise. Or, il n'y a pas que le Rhizophora. Parce que le Rhizophora répond à un certain critère de sol, un sol argilo-sablonneux, pour que ça puisse vivre et grandir. Si vous le mettez dans un sol sablo-argileux, ça ne va pas se développer. Et c'est le contraire de la Vicenia. La Vicenia accepte un sol sablo-argileux, contrairement à un sol argilo-sablonneux. Donc, quand on veut faire un reboisement, on doit faire une prospection de sol pour voir quel type de sol nous avons et quelle est l'espèce qui peut s'adapter par rapport à ce type de sol. Et du coup, on procède à ce reboisement. Bon, ça c'est juste une façon de vous dire que nous, au niveau du parc, il n'y a pas que des agents. Nous avons des agents, nous avons des éco-gardes, mais également nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté. Donc, nous faisons ce qu'on appelle une gestion participative. Autant ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, il faut le faire. Tout ce que vous faites pour quelqu'un et vous ne l'impliquez pas, ça vous à l'échec. Donc, nous faisons des choses pour la communauté. Pourquoi ne pas impliquer cette communauté-là qui doit participer à la gestion de cette ressource-là? Et la communauté va mieux gérer justement cette ressource-là. Moi, je suis un pauvre Casacé qui est là. Mais le Gandiolé, s'il est informé, s'il est accompagné, il doit pouvoir gérer son site mieux que moi, qui suis un étranger. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est pourquoi nous, on implique ces gens-là et notre objectif, c'est gérer dans la durée toute cette ressource-là. On peut avancer? Alors, revenons au niveau de la brèche. Histoire de la brèche, il y a des Saint-Louisiens parmi vous? Il y en a beaucoup? Ils peuvent nous parler de la brèche? Alors, en 2003, le niveau du fleuve avait atteint un niveau maximum. Du coup, la ville de Saint-Louis était menacée d'inondation, d'immersion. Vous savez que ça coule du nord vers le sud. Et donc, la ville de Saint-Louis, c'est presque une île. Et donc, si le niveau du fleuve a dépassé la cote d'alarme, ça veut dire que la ville est menacée. Et c'était le cas au mois d'octobre. Du coup, puisque la ville de Saint-Louis était menacée, à l'époque, M. Wade, le président Wade, avait donné des ordres pour qu'on ouvre une brèche au niveau de la Langue pour permettre au trop-plein du fleuve de se déverser au niveau de la mer, afin de libérer la ville de Saint-Louis. C'était ça l'histoire. Mais ils l'ont fait dans la précipitation, sans faire au préalable des études d'impact. Si on avait fait des études d'impact, on aurait dû savoir peut-être là où on avait mis la brèche là, on ne devait pas creuser la brèche là-bas. Parce qu'ils auraient dû calculer les conséquences que cela allait faire. Donc le 4 octobre, on a ouvert une brèche de 4 mètres de large. Et regardez, en 2 jours, ça a fait 200 mètres de large. Le 4 mètres de large. Le 6, ça a fait 200 mètres de large. Pourquoi? Oui, ça a libéré la ville de Saint-Louis. Mais ils n'ont pas tenu compte du retour de la marée. Ici, nous sommes dans des zones balancées par des marées hautes et des marées basses. Donc, ils ont ouvert, l'eau, le trop-plein du fleuve s'est déversé dans la mer, mais 2 jours après, il y a le retour de la mer
et la mer se déplace du nord vers le sud en tournoyant parce que nous sommes dans une zone dynamique. Et donc, puisque ça arrive en tournoyant, du coup, ça creuse du côté sud. Et donc, la Brèche s'est élargie. C'est élargi de 200 mètres au bout de 2 jours. Vas-y. Alors, vous comprendrez que, et depuis ce jour, la Brèche a continué à faire son effet de chemin en détruisant la côte, en érodant la côte, en allant vers le sud. Mais au fur et à mesure que la Brèche s'érode vers le sud, il y a ce qu'on appelle un dépôt de sédiments dans la partie nord. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque le mouvement hydrique se fait du nord vers le sud, et c'est en tournoyant, donc plus on détruit vers le sud, plus il y a des cailloux, des particules de sable qui se déposent au niveau du nord. D'accord? Ce qui fait ici, nous avons une sédimentation de 1,3 m par jour. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'érosion? Vas-y, monsieur. Donc, on remarque que ça s'érode de 1,9 m par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un élargissement, n'est-ce pas, de la brèche. Là où nous sommes, on est sur la langue de Barbarie. Quand on parle de la langue de Barbarie, c'est cette bande de sable qui sépare du fleuve de l'océan. On est sur la langue de Barbarie dans la partie sud. Dans la partie nord, c'est la ville de Saint-Louis, plus précisément le quartier des pêcheurs. Là, dans la partie sud, on est dans le Gandiolé. C'est là où le fleuve Sénégal termine sa course dans l'océan. On appelle l'embouchure du fleuve Sénégal ou l'estuaire du fleuve Sénégal. Sa particularité, la langue de Barbarie, on peut dire que c'est la barrière naturelle qui protège les villages. Si la langue de Barbarie disparaît, un de ces jours, il n'y aura plus de fleuve, il n'y aura que la mer. Dans le passé, l'estuaire du fleuve Sénégal que vous voyez derrière vous, déplacé chaque 30 à 40 ans, il faisait des déplacements cycliques. Chaque 30 ans, il quittait au nord du Gandiolé pour se terminer dans la partie sud, plus précisément dans le village de Tare qui se situe à 17 km. Maintenant, ce phénomène évolutif-là, aller-retour, a été freiné depuis qu'on a mis en fonction le barrage d'Adjama en 1986. C'est le barrage qui a modifié l'écoulement naturel de l'estuaire du fleuve Sénégal. Parce que dans le passé, c'est le fleuve qui dictait sa loi sur la mer, mais depuis que le barrage a été mis en fonction, c'est l'effet inverse. Maintenant, à part les événements de 1986 lors du barrage, après, en 2003, on a ouvert une brèche ou une canal de délestage. C'est cette brèche-là qui a poussé l'estuaire naturel qui était dans la partie sud de se fermer pour revenir encore dans la partie nord. C'est cette brèche-là qui est en train d'évoluer comme la mouchure naturelle. Il a imité la mouchure naturelle en faisant colmatage ou bien reconstruction dans la partie nord et pour faire une érosion dans la partie sud. Mais la vitesse érosive est supérieure à la vitesse de colmatage. C'est pourquoi lorsqu'on a ouvert la brèche qui était de 4 mètres, au fur et à mesure, il s'est élargi jusqu'à devenir 3 à 4 km. Mais ce déplacement aussi a fait que le village de Dounbabadjé, qui était un village qui existait plus de 3 siècles, s'est disparu à cause de l'avancée de la mer. Maintenant, cette avancée, ce déplacement-là, va bientôt impacter l'île aux oiseaux qu'on a vu d'ici 5 ou 10 ans. L'île aussi va disparaître. De campagne. Donc nous sommes à 109 jours de broyage. Pourquoi cette différence? C'est parce que tous les mois, toutes les 3 semaines, nous arrêtons l'usine pour l'entretien des machines. Parce que l'usine marche 24 heures sur 24. Il y a des gens qui vont venir à partir de 6 heures du matin, ils vont travailler jusqu'à 14 heures. D'autres vont venir à partir de 14 heures, ils vont travailler jusqu'à 22 heures.
Ensuite, les autres viendront à 22 h jusqu'à 6 h du matin. Pendant ce temps, il y a un groupe qui est de repos. Donc l'usine marche 24 h sur 24. Donc notre objectif cette année pour la campagne, le tonnage de canne est à 1 401 114. C'est l'objectif à atteindre. Donc l'objectif pour le sucre blanc, c'est 146 074. Donc comme je disais tout à l'heure, les 10% vont être du sucre, 10 à 12%. Donc si vous voyez, nous avons fait 2128 tonnes de canne. Nous avons broyé 2128 tonnes. Hier, à 6 h du matin, à partir de 6 h du matin jusqu'à 14 h, nous avons fait 209 000. Donc ce chiffre peut être minoré comme ça peut être majoré. Ça peut être dû à la qualité de la canne, la richesse de la canne, mais ça peut être dû également aux pannes qui se trouvent au niveau de l'usine. Donc tous les mois, nous nous fixons un objectif. Nous disons par exemple pour le mois de février, nous avons besoin de 25 000 tonnes de sucre blanc. S'il est atteint, tous les travailleurs auront, en plus de leur salaire, 25% de leur salaire de base. Donc en fin de campagne également, on leur demande d'avoir 146 114. S'ils l'ont, ils ont 100% de leur salaire de base. S'ils ont plus, ils ont 105% de leur salaire de base. Maintenant, s'ils ont 145 000 tonnes, ils auront peut-être 75%. 144 000, 50%, mais on s'arrête à là. 50%. Donc, bien entendu, il y a des pertes déterminées qu'on peut déterminer et il y a des pertes indéterminées. Donc, tout ça aussi entre dans le bilan. Donc, on a 5 moulins. 5 moulins qui vont faire l'extraction. Première extraction, premier moulin. Deuxième extraction, deuxième moulin. Troisième extraction, troisième moulin. Quatrième extraction, quatrième moulin. Et cinquième extraction, cinquième moulin. Et au niveau du cinquième moulin, on récupère pour chaque moulin le jus, le collecte des jus du cinquième moulin jusqu'au deuxième moulin, ajouté aux premières extractions du premier moulin qui va former ce qu'on appelle le jus mélangé. Et ce jus mélangé qui va être transporté au niveau de la station de sucrerie. Mais avant qu'on parle au niveau de la sucrerie, il y a le résidu de jus extrait qu'on appelle la bagasse. Et ce résidu-là va être transporté au niveau des chaudières pour en produire de l'énergie. Qui dit bagasse, c'est de la biomasse qui contient du carbone. Maintenant, on va faire une combustion, ok, au niveau des chaudières. À partir de cette combustion-là, on produit du CO2 et de l'énergie. Bon, c'est une combustion qui est complète. Carbone plus de l'oxygène, ça donne du CO2 plus de l'énergie. Et cette énergie-là qui va nous permettre, à partir des tribunes alternateurs, qu'on va produire de l'énergie électrique qui vont nous permettre de fonctionner, les appareils, les machines et tout autre, de l'électricité, ainsi de suite. Et cette bagasse-là, qu'on a utilisée uniquement pour produire de l'énergie. Ici, on n'a pas, comment dire, on n'achète pas de l'électricité à partir de la Sénélec. Non, 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 on produit notre propre énergie, notre propre électricité. Ok? Donc cette énergie-là est obtenue à partir de la vapeur. Cette vapeur produite est transformée au niveau de turbines alternateurs. Ok? Sous forme de bobinage, quoi. Cette turbine alternateur-là va permettre, par bobinage, de donner de l'énergie électrique. Après, cette énergie électrique-là va être dispersée au niveau de l'usine et au niveau de cité des cadres où il y a les habitations. Là aussi, c'est l'usine qui les alimente en électricité. Dans l'appareil qu'on appelle le shredder, qui va déchiqueter la canne sous forme fibreuse, qui arrive. Et lorsqu'elle arrive au niveau des moulins, il y a 3 batteries de moulins superposées. Et ces batteries-là vont presser la canne fibreuse et extraire le jus, vous voyez. C'est ça. Il va presser la canne fibreuse et extraire le jus. Okay? Ici, c'est au niveau du premier moulin. Jus, premier extrait. C'est l'extrait du premier moulin. Quand on dit extrait, c'est ce qu'on a extraire de la canne, le jus qu'on a extrait de la canne. Ok? Maintenant, ce jus-là passe au niveau de vaisseau. C'est-à-dire qu'on va quoi? Qu'on va collecter le jus. Et la bagasse provenant du premier moulin va passer au niveau du deuxième moulin qui sera imbibé par le jus deuxième moulin.
C'est comme si quand vous faites votre linge, vous avez le premier soumbu, deuxième soumbu, troisième soumbu, ainsi de suite. Donc premier bi boo xoolee moom mooy gën a tilim, deuxième bi nga fóot, troisième bi mu gën a set. Et c'est ça pour que au moins qu'on ait le minimum possible de sucre qui va passer au niveau de la bagasse. Et dans la bagasse, il faut qu'on ait extrait de telle sorte qu'on ait un minimum de saccharose strictement inférieur à 2. Pour que quand ça passe au niveau des sodières, qu'il n'y ait pas de pépins. Parce que le sucre qui passe au niveau des sodières avec la chaleur va se transformer qu'on appelle un acide, qu'on appelle l'acide pyruvique. Si vous faites la réaction quand même. Cet acide pyruvique là, quand ça va au niveau des sodières, ça va boucher les tubes des colonnes. Et là, pour produire de l'énergie, ça va être un peu difficile. C'est pour cela qu'on fait l'extraction. À chaque fois, on fait l'extraction et on lave davantage, comment dire, la bagasse pour en extraire le maximum de sucre. Ça va nous donner de la masque. La masque, elle est comme ça. Après, on fait le tribunage. Et quand on tribune, on récupère le sucre et de l'égout, de la liqueur. Le sucre sera comme ça, sucre A. Voilà. Ouais. Ça, c'est le sucre roux. A. C'est le sucre. Ouais. C'est le sucre. Sucre roux A. Sucre roux A. Oui. Ouais, vous pouvez manger. Sucre roux A. Et c'est ça qu'on va refondre